Salut à toutes, salut à tous, bienvenue dans le supplément de Tech Café. Vous le savez désormais, la formule est consacrée. Il y a un épisode hebdomadaire chaque semaine qui sort dans la nuit de mardi à mercredi qui vous donne le concentré, les essentiels de l'actualité tech. On a parlé de politique, on a parlé d'intelligence artificielle dans ce 300e épisode et même un peu de jeux vidéo comme on le fait en fait chaque semaine. Et on a donc un épisode supplément qu'on vous diffuse ce week-end pour vous parler notamment de Reinvent. On va vous parler de plein de choses qui tournent aussi autour de plein de choses diverses et variées d'ailleurs, j'allais dire, hein, Guillaume. Quand je dis Guillaume, c'est toi, Guillaume Pogjaspala. Je suis ravi de te retrouver pour cet épisode. Comment vas-tu depuis cet épisode 300 ? Mais écoute, oui, Guillaume, c'est moi et c'est toi aussi, c'est nous. C'est fou, ça, c'est nous. C'est ça. Donc ouais, mais ça va très très bien. Écoute, depuis cet épisode 300, ça m'est pas monté à la tête, ça va, toute cette gloire, ça va. Non, ça va. 300, bon, t'as 300. Pas été applaudi dans la rue quand tu allais chercher ta baguette de pain. Non, mais ça va. J'aime bien, tu sais, j'aime bien l'anonymat. Moi, je C'est vrai. Je suis jaloux de ma vie privée, n'est-ce pas? J'avoue. Ah, c'est une denrée si rare. Mais oui. Bravo. Puis bon, on dit le 300, mais je sais pas, on est à combien en fait si on compte tous les épisodes. Je vais regarder. Je me suis posé c'est la vrai, question, combien mais parce qu'on on a plus de 400 je vais à aller mon avis. regarder. Oh oui, Facile, c'est sûr. Un bon paquet, pas un millier, mais Non, plusieurs centaines, peut-être de plus que le 300. Bon, écoute. Super Guillaume, merci beaucoup pour la préparation de cet épisode. On commence un petit peu avec des propositions d'Amazon. Oui, c'était Reinvent, c'est la semaine dernière à la conférence où Amazon annonce des nouveautés, principalement pro quand même, le plus souvent, mais pas que. Alors on va commencer par l'annonce du Graviton 3E, voilà, c'est leur nouveau processeur pour les instances AWS. Alors parce qu'Amazon c'est le number one du cloud et il propose ses propres puces dans ses machines, dans ses machines virtuelles, tout ça depuis 2018 quand même déjà. Et en fait, ce sont des puces ARM qui sont gravées par TSMC et qui ont vu leur performance vraiment exploser à partir du Graviton 2 en 2019. On est passé quand même de 16 à 64 cœurs sur une architecture qui est quand même plus sérieuse, donc le Neoverse. Le N1, c'était une architecture ARM, donc voilà, faite par ARM, mais pour les serveurs, vraiment. Et du coup, ça a plutôt bien réussi, parce que du coup, voilà, ARM se fait une bonne place dans le cloud via les Gravitons. Donc le 3, il est allé encore plus loin, puisqu'il a fait encore 30% de performance en plus en 2021, et cette année, il n'y a pas de Graviton 4 malheureusement, il y a un Graviton 3E, qui est quand même un peu intéressant pour deux raisons. Alors d'une part, c'est une puce qui est orientée vers le calcul de performance. Donc Amazon héberge des machines virtuelles qui peuvent être assez puissantes, mais en général qui ne sont pas forcément idéales pour faire des gros calculs scientifiques, quoi. Voilà, les super ordinateurs, c'est des machines un peu à part, qui sont conçues exprès pour les calculs lourds. À l'inverse, les hébergeurs cloud qui hébergent des sites, des applications web, voilà, ils n'ont pas forcément besoin de faire des très gros calculs sur des matrices en double précision, tout ça, tu vois. Ils optent pour des puces, pas forcément ultra puissantes de ce point de vue-là, mais bon, assez solides et fiables, avec des cœurs souvent et du stockage à foison. Mais là, Peter DeSantis, rien à voir avec la Floride, c'est le gars de chez Amazon, affirme que le 3E a été optimisé pour le calcul vectoriel en virgule flottante. Et il est plus rapide que le 3 sur des benchmarks de biologie, de finance et d'algèbre linéaire. Donc des trucs, des calculs, disons, plus sérieux, on va dire, ou du calcul lourd. Donc pour être honnête, AWS n'a pas donné de détails, et il n'est pas du tout clair que le 3E soit vraiment très différent du 3 en fait. Il est même probable que ça soit la même puce avec une fréquence d'horloge plus élevée, une consommation donc beaucoup plus élevée. Mais bon, l'avantage du 3E, c'est qu'il est systématiquement couplé à une nouvelle génération de DPU. Il s'appelle les Nitro V5. Donc on a déjà touché deux mots des DPU, c'est des coprocesseurs en fait, qui prennent en charge tous les traitements reliés à l'infrastructure réseau et toutes les données du data center. C'est eux les données transitent par eux et un maximum de traitements sont faits par les DPU. Donc en gros, c'est lui qui compresse, qui chiffre, qui oriente aussi, c'est lui qui fait la télémétrie. Il y a beaucoup de choses qu'il peut faire et que donc le CPU n'a pas à faire. Et les Nitro ont aussi beaucoup évolué avec le temps. Ils sont passés de 10 à 200 gigaoctets de bande passante, donc de ces données qui sont traitées comme ça en temps réel en 8 ans d'existence. Donc d'habitude, Amazon présente plutôt des puces généralistes, des puces qui doivent plaire à tout le monde. Le Graviton doit attirer tout le monde, si j'ose dire. Là, c'est symptomatique de le voir se positionner sur un autre segment de clientèle potentiel, c'est-à-dire ceux qui ont besoin de calculs plus lourds, fut-il occasionnels. Et alors, deuxième point intéressant, du coup, c'est sur ce Graviton un peu spécialisé, c'est que justement, il est spécialisé. C'est-à-dire, comme les autres constructeurs, en fait, Amazon doit abandonner un petit peu l'idéal du processeur à tout faire et optimiser le matériel pour des usages spécifiques. Et tout ça pour compenser une montée en puissance qui est de plus en plus lente. Donc du côté d'AMD par exemple, on a le Milan X
qui utilise donc cette fameuse technologie 3D de cache, 3D V-cache, on en avait déjà parlé, hein. Bon, dans le cas du Milan X, il y a carrément 768 mégaoctets de cache L3 qui est posé, plaf, comme ça, directement sur la tête du processeur, au-dessus. Et donc d'après AMD, pour certains boulots, ça rend la puce 66% plus rapide, mais pour certains boulots seulement, tu vois. Donc là encore, il y a une histoire d'optimisation avec aux usages. Et du côté d'Intel, on avait parlé justement la semaine dernière de leur prochain Xeon avec HBM. Donc Intel veut optimiser certaines de ses puces pour la bande passante, tu vois, par exemple une énorme bande passante mémoire, en intégrant des gigaoctets de RAM ultra haute vitesse, comme ça, qui sont une RAM personnelle, hein, qui est vraiment pour le processeur. Donc les Xeon standards continueront à exister, tu vois, mais on voit petit à petit les puces se décliner en de plus en plus de variantes, et c'est que le début en fait. Le futur du CPU sera sans doute fragmenté, et on va voir ça d'ailleurs encore plus quand on reparlera d'Intel un petit peu plus loin. Excellent, un panorama qui change au niveau des processeurs, au niveau des puces. Il y a Amazon aussi qui a présenté quelque chose d'assez bluffant pour restituer des foules de manière assez impressionnante, je dois dire. Dis-nous tout, Guillaume. Ouais, comme pour appuyer son positionnement grosse simulation compliquée, AWS a lancé un nouveau service qui s'appelle SimSpace Weather. C'est un environnement de simulation en 3D qu'Amazon destine, dans un premier temps peut-être, à simuler plutôt des agents autonomes dans des environnements réels, donc penser dans des villes, par exemple, gérer de la physique des foules dans les villes. C'est la démo qu'on a vue. Hein. Les bâtiments, c'est une ville modélisée en 3D avec pas moins de 1 million de passants simulés dans les rues. Alors c'est sûr que c'est impressionnant, hein. Le tout était visualisé sous Unreal Engine. Donc ça fait vraiment, il faut vraiment imaginer un survol Google Earth, tu vois, mais avec Google Maps, quoi, mais avec des milliers de piétons autonomes dans chaque avenue. Donc tu peux... Comme des petites fourmis, en fait. C'est ça, tu peux constater, d'ailleurs, du coup en direct où sont les goulets d'étranglement, comment tu dois organiser les flux. Le truc est aussi... Les flux ont l'air quand même un peu hasardeux dans la vidéo, je sais pas si c'est... ça dépend à quel moment. À un certain moment de la vidéo, ils ont l'air complètement cons, et puis à un certain moment, ils ont l'air un petit peu plus malins. Alors je sais pas trop, bon. C'est ça. Ouais. C'est un peu étrange. Mais le truc est capable de simuler des véhicules aussi d'ailleurs, hein. Si tu veux, tu peux faire des voitures, donc je suppose qu'on pourrait imaginer une version de GTA V avec ce truc qui doit être quand même assez méchante. Imagine, c'est même ce que nous avait promis Microsoft en fait, qu'il a jamais fait avec les Xbox One, tu vois, mais de déporter les calculs d'un jeu vidéo dans le cloud pour faire des simulations de fous furieux, c'était exactement ça. Et donc, il n'y a pas une proposition d'Ubisoft aussi à ce sujet? Absolument, dont on n'a plus entendu parler pour le moment, mais oui. Et t'avais pas misé gros dessus? J'avais pas misé gros dessus, mais écoute, donc voilà, Ubisoft est en train d'essayer de me donner tort, et tant mieux. Mais ouais, du coup, là, pour le SimSpace Weather, ça pourrait faire un super GTA V, ou alors un SimCity de malade, je sais pas, j'hésite. Bon, c'est bien, bravo, ils avancent bien. Du nouveau aussi du côté d'Alexa, qui arrive à générer des histoires pour les petits enfants sur les éco-shows en particulier. C'est un truc rigolo. Amazon et Alexa, ils échappent pas non plus au phénomène des IA génératives, hein, tu vois. Cette fois, c'est des histoires pour enfants, voilà, qu'Alexa va pouvoir créer à partir de quelques indications de départ. Alors ça concerne les éco-shows, étrangement, parce que c'est des histoires, mais en fait il y aura aussi une composante visuelle, donc l'histoire sera illustrée par de petites animations. Alors au lancement il y aura seulement 3 thèmes possibles, voilà, quelques héros, un thème de couleur, puis on est parti pour une historiette que voilà, t'auras pas à te casser la tête à inventer après une journée de boulot abrutissante, voilà, à réviser les formulaires Excel de Michel là, voilà, ou Word, hein, qui décidément ne sait pas utiliser Office proprement, c'est pas possible, on sent comme si c'était nouveau, quoi, les traitements de texte, quoi, les tableurs, c'est pas possible. Il sait pas utiliser Excel, tu le crois, ça, n'importe quoi. Et en plus, ça, maintenant, il faudra encore attendre 5 ans avant qu'il parte en retraite. Mais je m'égare. Bon, évidemment, c'est un truc destiné aux enfants, donc c'est sûr qu'Amazon, il va pas lâcher un GPT-3 sauvage, tu vois, sur son appareil. Mais là, c'est vrai que c'est tellement cadré que je me demande si c'est vraiment une IA, en fait, ou si c'est juste des petits trucs, tu sais, un truc combinatoire. Truc combinatoire, tout à fait, ouais. Tu fais plusieurs choix et puis ils te combinent l'histoire en ayant précalculé les éléments. Tu sais, ça me fait penser à la boîte à histoire, voilà, sauf que peut-être, maintenant, voilà, avec Alexa, ça sera possible de la faire, Alexa le raconte avec la voix de la mémé morte, hein, je sais pas, on n'a plus de nouvelles de la voix de la mémé morte. C'est vrai ça. C'est plutôt rigolo. Et puis on s'attarde un petit peu. Alors là, pour le coup, on est plus sur de la critique, mais sur la manière dont fonctionne le site Amazon et notamment la manière dont il exploite les publicités. Alors c'est assez rigolo de noter et de souligner que c'est un article du Washington Post. Et pour ceux qui suivent, le Washington Post est détenu par Jeff Bezos, qui est l'ancien big boss d'Amazon, Guillaume. Ben ouais, parce que pendant qu'Amazon
Amazon s'amuse avec les petites comptines sur Alexa, là, qu'est-ce qu'il fait? Qui c'est qui gère le site Amazon? C'est n'importe quoi, le cœur du métier pour l'instant. Pourtant, il a l'air apparemment de plus en plus moisi. Effectivement, c'est le Washington Post qui le dit, donc oui, je savoure la saveur subtile et délicate de l'ironie. Après, Jeff Bezos c'est plus CEO d'Amazon, donc il peut dire que c'est pas lui. Exact. Enfin, il peut pas vraiment le dire parce que globalement, c'est quand même pas dire le fait qu'Amazon soit pourri par les pubs. Le phénomène s'aggrave apparemment. En l'occurrence, la critique se concentre sur la version US du site. Je suis sûr que ça nous concerne aussi, mais peut-être toute proportion gardée. Voilà, notre version nationale est peut-être un petit peu moins impactée, je sais pas vraiment. L'article est très bien illustré de toute façon, il vous montre très bien de manière limpide que la majorité, si ce n'est tous les résultats de la première page déjà, d'une recherche Amazon donnent des résultats sponsorisés. Un peu comme si tu avais que des pubs, tu vois, que les résultats sponsorisés sur la première page d'une recherche Google. Ce qui arrivera peut-être d'ailleurs. Hein. Non, mais bon, parce que tu sais, contexte économique, croissance, tout ça. En tout cas, Amazon, sur les pubs sur Amazon ne sont pas très clairement identifiées, pas toujours. Certaines, tu le vois à peu près, mais pour d'autres, il faut quand même être vraiment attentif, chercher vraiment les signes. Donc les résultats affichés sont pas les plus pertinents en fait, ce sont ceux pour lesquels les vendeurs ont payé. Les produits recommandés par Amazon le sont pour une bonne raison. Le site Amazon a plus de 2 fois plus de pubs que celui de Walmart et 4 fois plus que celui de Target. Donc c'est une logique vicieuse, parce que pour exister, il faut être présent sur Amazon. Pour espérer vendre vraiment un truc, il faut être visible sur Amazon. Et pour ça, il faut payer. Et au final, évidemment, ça revient à avoir une nouvelle taxe Amazon, parce que les acheteurs finissent par payer de toute façon ce surplus de leur poche. Donc c'est peut-être pas aussi grave en France, je sais pas. Mais toi, tu trouves que c'est facile de trouver un produit sur Amazon? Un produit pertinent, c'est-à-dire qu'il soit pas poussé devant tes yeux d'une manière artificielle. Le problème, c'est que tu as l'illusion de la pertinence. Parce que si ça se trouve, évident, tu penses avoir fait un choix pertinent, mais quand tu vois la démonstration qui est faite dans l'article de à quel point ce qu'on te met en avant est de la publicité. En fait, le truc le plus vicieux, c'est quand tu as un bloc de contenu où il te met en petit en gris, mais par rapport au bloc, que ce sont des publicités. Et après, tu regardes chacun des produits, tu peux pas voir que les produits sont de la publicité parce qu'ils sont inclus dans le bloc publicitaire entier qui constitue une immense majorité du contenu de la page. Donc, c'est très difficile quand même, très très difficile. Et puis aussi une petite info du côté, alors pour le coup pas du tout d'Amazon, mais sur la livraison de colis par drone, Guillaume. Juste pour dire que finalement Amazon a initié un petit peu la livraison par drone. C'est un petit peu lui qui a commencé ça, et il est en train de se faire doubler. Bizarrement, il stagne un petit peu, alors que Walmart, lui, est en train de se déployer dans 6 États. Et j'ai l'impression que Amazon n'est pas vraiment aussi rapide. Alors je sais pas, pourtant il a l'air de croire vraiment au truc, mais bizarrement on a l'impression qu'il a initié le mouvement et que là il essaye péniblement de suivre, quoi. Ouais, c'est rigolo de voir. Mais je te posais la question l'autre fois est-ce que dans un autre épisode, pas le dernier, l'hebdomadaire, mais un épisode de la semaine dernière, si on pouvait raisonnablement voir arriver les choses à terme, t'étais assez confiant. Je pense qu'effectivement on devrait voir arriver les choses. On sort un petit peu de cette rubrique qui était portée par les annonces d'Amazon, et puis forcément, comme tout épisode de Podcast Tech qui se respecte, on se doit d'avoir une micro-rubrique au sujet d'Elon Musk, mais en fait assez indirectement, parce qu'on va parler plutôt de la manière dont l'observation du ciel est perturbée par les satellites qui nous permettent de nous connecter à Internet, évidemment tels que sont proposés notamment ceux d'Elon Musk, Guillaume. Ouais, vous inquiétez pas, on va pas parler Twitter du tout, c'est Elon Musk, c'est aussi des voitures et des cybercochons et des satellites. Donc ça va. Et donc, heureusement d'ailleurs, si seulement c'était que des cybercochons et des satellites. Donc parlons de Starlink justement. Donc les débits d'internet par satellite d'Elon Musk, là, de Starlink, ne cessent de dégringoler. Et ça tout simplement parce que y a de plus en plus de gens qui l'utilisent, donc la bande passante moyenne a déjà baissé de moitié. Et donc il faut plus de satellites, tout simplement. Alors pour l'instant il y en a 3200, mais l'objectif c'est presque 30 000 quand même. Alors la FCC semble calmer un petit peu les chevaux là, de Starlink en lui autorisant seulement 7500 nouveaux appareils. Le reste, on verra plus tard. Ce sera 2 nouveaux modèles, alors des modèles de génération 2, qui seraient 10 fois plus performants. Ils sont aussi largement plus gros et plus lourds. Ils font 1 tonne 2 pour 7 mètres de long, alors que les anciens étaient beaucoup plus petits, ils faisaient 300 kg. Du coup, la FCC semble un petit peu moins rapide à autoriser le déploiement, et elle met en balance tout un tas de raisons, la communication, des positions pour la sécurité, les débris orbitaux, les interférences possibles aussi avec d'autres signaux, et même les soucis pour l'astronomie. C'est incroyable, elle se réveille pour ça, même si c'est un petit peu tard. Jusqu'à présent, entre les 3000 appareils de la Gen 1
voilà, et les Gen 2 encore plus gros. C'est vrai que Starlink, c'était un petit peu le cauchemar, le principal cauchemar des astronautes, mais peut-être plus maintenant, note bien, parce qu'il y a le premier satellite AST, le Blue Walker 3, qui a été lancé récemment et qui est désormais un des objets les plus lumineux du ciel, tout simplement. Génial. Avec une magnitude de 6.6, il est presque visible à l'œil nu, il est 25 fois plus lumineux que Neptune. Voilà, et comme c'est un sat, pourquoi ? Parce que c'est un satellite de téléphonie qui donc va s'adresser directement aux terminaux, donc il a besoin d'une énorme antenne. Et donc cette énorme antenne, c'est beaucoup plus visible dans le ciel, et pour couronner le tout, ça envoie des gros pulses radio directement sur Terre, donc ça va aussi faire plaisir aux radiotélescopes, s'il y en a des milliers comme ça dans le ciel. Non, franchement, Starlink à côté, ça va devenir presque gérable, mais bon. Écoute, presque gérable. Pour conclure sur Starlink, on peut évoquer quand même ce nouveau service qui s'appelle Starshield. Starshield, le bouclier des étoiles. C'est simple, en fait, c'est Starlink, mais pour la CIA. Voilà, je cite, c'est un réseau satellite sécurisé pour les entités gouvernementales. Alors évidemment, les communications de Starlink sont déjà sécurisées, tout est chiffré, mais bon, Starshield, ça sera chiffré plus, voilà, et mieux. Donc je sais pas, il n'y a aucun détail sur comment ça sera secured, mais ce sera secured. Par contre, et c'est très sympa, il y a un autre truc avec Starshield, c'est qu'il pourra y avoir des satellites d'observation, avec éventuellement des capteurs supplémentaires, de la nature que vous voudrez. Donc en gros des satellites espions. Donc il y a pas beaucoup plus d'informations, on ne sait même pas si ce sont des satellites de type V1 ou V2 qui seront envoyés. On imagine que SpaceX proposera des services aussi à d'autres gouvernements que celui des États-Unis, même s'il fait évidemment un appel de pied au gouvernement américain. Évidemment, ils vont pas proposer ça au camp adverse, évidemment. De toute façon, la technologie de SpaceX, elle est déjà couverte par l'ITAR. L'ITAR, c'est l'International Traffic in Arms and Regulations, c'est-à-dire que SpaceX ne peut pas, par exemple, recruter un employé de n'importe quel pays. Il peut recruter que des employés américains. Et Starshield ne sera jamais proposé qu'à des alliés proches des États-Unis, évidemment, le cas échéant. C'est marrant de voir que c'est aussi encombré dans le ciel, marrant ou pas d'ailleurs. Et pendant qu'on parle des Elon Muskeries, on a parlé donc des réseaux de satellites qui permettent de nous connecter à Internet, mais il y a un autre sujet qui revient dans l'actualité, c'est celui de Neuralink, donc cette ambition qui est de connecter la machine avec notre cerveau, Guillaume. Ouais, il est encore donc effectivement Elon a encore fait son intéressant à la présentation Show and Tell pour parler de Neuralink, et d'ici à 6 mois, il a dit que la boîte aurait implanté son premier Neuralink dans une tête humaine. Même si en soi, les interfaces neurales existent déjà, mais Neuralink apporte une plateforme assez généraliste et un robot chirurgical qui veut simplifier et accélérer l'implantation des trucs de cette interface-là. Après, les singes gamers et les cybercochons, donc c'est à notre tour d'avoir droit aux implants cérébraux, donc c'est super cool. Donc le but final, c'est de rendre une forme de vue aux aveugles, par exemple, ou de permettre aux paralysés d'interagir avec un smartphone. D'ailleurs, il y a un signal de type visuel qui aurait déjà été envoyé dans un cerveau de singe. Et justement, en parlant de singes, un truc dont Musk n'a pas parlé, c'est que Neuralink est sous le coup d'une enquête du département américain de l'agriculture pour des possibles maltraitances sur les animaux. Donc d'après Reuters, des employés de Neuralink se plaindraient que des expériences sur les animaux auraient été rushées, aboutissant à plus de morts et de souffrances que nécessaire. Donc on parle de 1500 animaux tués, dont 280 moutons, singes et cochons. Bon, ça paraît beaucoup, mais ça implique pas forcément que ce soit illégal, parce que Neuralink, il a des permis pour ça, il a eu il a le fait faire pour les expérimentations animales, évidemment, et donc il a été contrôlé même. Mais bon, d'après des témoignages d'employés et d'ex-employés, la pression mise par Musk pour accélérer à toute berzingue le développement, ça entraîne des expériences qui sont parfois mal foutues, dont le taux de mortalité est inutilement élevé. En gros, il y aurait trop de précipitations, trop de stress, ça donnerait des erreurs humaines, comme implanter l'interface dans les mauvaises vertèbres de 2 cochons, par exemple, là, c'est un exemple qui a été donné. Pour le moment, on n'en sait pas plus, donc je ne peux rien dire de plus. Évidemment, Neuralink doit subir une enquête fédérale. Je ne sais pas vraiment de toute façon quels risques ils encourent, sinon une amende et un déficit d'image, mais bon. Encore une fois, le management à la Musk fait des merveilles. Bon, perso, ça me file pas envie d'être volontaire pour être justement la première tête humaine dans laquelle ils vont mettre l'émetteur Wi-Fi, là, tu vois, je suis pas... Tellement pas. Tu vois, on verra bien, pour l'instant, il n'y a rien de vraiment concret, mais on aura bientôt plus de choses à voir, apparemment. Je fais bien partie effectivement des early adopters de certains sujets tech, mais là, faudra pas pousser quand même. Et puis, pour clôturer les infos autour d'Elon Musk, il y a forcément les véhicules, et oui, et effectivement du gros, du lourd, avec les Cybertrucks, Guillaume. Ouais, là, il y a du gros concret bien massif, donc il se dévoile avec 3 ans de retard quand même.
les premiers semi-remorques électriques de la marque. Alors, ce sont des monstres, voilà. Il faut imaginer un semi-remorque bien gros à l'américaine, qui fait le 0-100 km/h en 20 secondes. Il y a 4 moteurs indépendants sur le train arrière, et il a 800 km d'autonomie, avec une charge de 36 tonnes. Je ne raconte pas les batteries, c'est un truc de fou. Oui. Et d'ailleurs, c'est un sujet, hein, ça et la charge, bien entendu, puisque encore plus que pour les voitures, évidemment, un camion est fait pour faire de longs voyages, tu vois, tout le temps, en fait. 800 km, c'est bien. Est-ce que c'est suffisant ? 800 km en charge, mais c'est 800 km en charge. Mais est-ce que ça suffit ? Tu vois, je sais pas exactement à quel point c'est pertinent. Certainement que ça l'est, hein, mais combien il faut, tu vois, pour recharger complètement, sachant qu'un plein de gasoil, ça prend quelques minutes. Donc, il y a quand même certains, comme Bill Gates, qui sont toujours un peu sceptiques quant à la pertinence de faire des semi-électriques. Du coup, Tesla a annoncé un nouveau connecteur justement pour cette question de la charge. Et alors, c'est un connecteur qui supporte, tenez-vous bien, il supporte jusqu'à 1 MW de puissance. Le truc doit être refroidi de manière liquide, sinon ça tient pas. Donc, un camion, ça coûterait dans les $150 000, et Walmart et FedEx en auraient déjà commandé. Et bon, voilà, donc, mais en fait, aussi dingue que l'idée de semi-remorque électrique puisse paraître, à peu près tous les constructeurs sont dessus. Il y a Volvo, Daimler, voilà, il y en a d'autres. Hein. Tesla n'est pas du tout le premier sur le créneau. Et le Volvo, par exemple, qui a une autonomie de 440 km et une batterie de 565 kWh. C'est quand même impressionnant, parce qu'elle se recharge à 80% en 90 minutes. C'est moi qui suis épaté par la charge rapide de mon téléphone. Ouais, pour des quantités de batteries comme ça, c'est assez hallucinant, effectivement. Ce qui est bien, c'est qu'on va très très vite voir si c'est pertinent ou pas, finalement, parce que si les propositions telles que celles qui sortent là ne convainquent pas dans le temps, bon, c'est que ça va être vraiment très difficile de convaincre, parce que je vois pas comment les progrès pourraient être particulièrement démentiels dans les courtes années à venir. Donc, bon, on va voir la viabilité, en tout cas, de ce type de proposition, si on est plutôt team Elon Musk ou plutôt team Bill Gates. On parle un petit peu des processeurs, Guillaume, parce que on va parler un petit peu du CHIPS Act, parce que oui, forcément, tout est histoire d'argent aussi, de financement derrière. Oui. Et oui, on a déjà pas mal parlé du CHIPS Act, c'est bien normal, hein. C'est quand même 52 milliards de subventions que l'État américain va donner au secteur du semi-conducteur. Alors les subventions en ce moment, c'est la mode, hein, on est au taquet. Je veux dire, t'as vu, les États-Unis vont donner, donc avec l'Inflation Reduction Act, 420 milliards, dont 369 pour le climat, pour aider l'industrie made in US, vraiment. Hein, il voudrait, donc, parce qu'il faudra quand même fabriquer aux US, il faut fabriquer vraiment là-bas pour bénéficier des subventions. En tout cas, au moment où on enregistre, hein, seuls le Canada et le Mexique sont aussi admis. Et donc évidemment, ça inquiète les Européens, parce que nous non, on n'est pas admis. Donc les subventions massives, c'est marrant parce que c'est ce que font les Chinois et tout le monde leur en veut pour ça, jusqu'à présent. Donc les États-Unis font le même protectionnisme désormais. Je pense vraiment qu'il y en a qui doivent commencer à chercher un autre boulot à l'OMC, tu sais, parce que l'Organisation mondiale du commerce, là, tout le monde s'en fout, on dirait. Alors, heureusement, notre Manu national, il est allé taper du poing sur la table, hein, t'as vu, aux Amériques. Il a interpellé Joe Biden en personne, Joe Biden qui l'a probablement pas reconnu. Non, je suis méchant. Je pense quand même que les États-Unis feront pas grand-chose de toute façon, parce que c'est vrai que la loi est votée, je crois, et il y a, je sais pas si un changement majeur est possible, une exemption pour nous, l'Europe, est-ce que c'est possible, je sais pas. Bon, Macron semblait dire d'ailleurs, il faut qu'on fasse pareil, tu vois, il faut qu'on fasse un Buy a European Act. Bon, et quand Margaret Vestager, elle a entendu ça, elle s'est dit, mais de quoi ? Je sais pas ce que c'est, qu'est-ce que c'est ? Donc bon, globalement, c'est plutôt des paroles en l'air. C'est un moment compliqué, hein, parce que si nous on fait du protectionnisme, ça va être difficile. Alors, l'Europe, c'est un marché qui est assez inhomogène. Ça va être dur, qu'il n'y ait pas d'inégalité, tu vois. Et puis bon, après, il faudra que si ça peut accélérer la transition écologique, je sais pas, pourquoi pas, tu vois. Il est temps, hein, tu sais, selon un article du Monde, les prix du gaz vont rester très hauts jusqu'en 2027 au moins. Ah ouais. Et ouais. Et du coup, beaucoup d'entreprises européennes pourraient ne pas survivre aussi longtemps, hein, et ça sera encore accentué par les investissements américains, parce que tous ces investissements, il y en a une énorme partie qui va aller dans de l'électricité décarbonée. Donc ça veut dire qu'ils vont avoir accès à une électricité décarbonée peu chère. Et du coup, la compétitivité en Europe par rapport aux États-Unis ou en Chine, où l'électricité n'est pas forcément décarbonée, mais elle pourrait être aussi peu chère avec du charbon. Si nous on a de l'énergie super chère, ça va être, on va en souffrir que plus, quoi. Donc bon, écoute, à voir. Toujours est-il que, donc, retour au public américain, donc on parle de ces 52 milliards donc, du CHIPS Act. C'est bien, mais ça concerne en fait les constructeurs de puces, donc comme Intel ou GlobalFoundries par exemple. Ça ne concerne pas les concepteurs de puces. Les concepteurs de puces comme Nvidia ou AMD.
Et ça, ça leur plaît pas. Donc il y a un push de leur côté pour rajouter entre 20 et 30 milliards supplémentaires pour aider la conception de semi-conducteurs au sens large. Les puces mobiles comme Qualcomm, mais aussi les puces pour l'automobile, justement, les puces pour le cloud. Donc ça implique énormément d'acteurs différents. Et leur argument, finalement, c'est que si tu regardes les parts de marché des États-Unis dans les designs en microélectronique, il est en baisse à l'échelle mondiale. En 2015, c'était 50%, alors que là, c'est 46%. Et si ça continue comme ça, fin 2030, ça pourrait passer à 36%. Et en plus, tout ça, ça vient d'investissements privés. Donc vraiment, c'est le plus gros investissement privé. Bon, il est donc urgent de booster la recherche publique parce que aux États-Unis, la recherche publique est largement à la traîne par rapport à la Chine, l'Europe, Taïwan, la Corée, par rapport à un peu tout le monde, hein, c'est pas une grosse surprise. Donc 30 milliards investis, si tu les investis maintenant, c'est potentiellement 450 milliards de recettes supplémentaires en vente de propriété intellectuelle dans la décennie à venir. Tout ça en créant jusqu'à 23 000 postes. Il n'y a pas à dire, ils savent présenter leurs arguments, les mecs, ils ont bossé leur sujet, tu vois. Bon, j'imagine les PowerPoint étaient bien ficelés. T'as vu ça? Bon, enfin, en tout cas, on va voir si les politiques se laissent convaincre. De toute façon, ça va prendre du temps. Hein. Le CHIPS Act, ça a mis une bonne année avant de passer, donc on aura le temps d'en reparler. Un fil rouge qui s'installe. On va parler un petit peu de refroidissement exotique d'appareils et de composants, et en particulier, les disques durs qui vont se mettre au water cooling. Ça n'existait pas déjà, ça, Guillaume? Alors non, les disques durs dans le liquide, ça je crois pas trop, ça, pas à ma connaissance en tout cas, mais c'est vrai que les puces se miniaturisent moins vite, donc on en a parlé, hein, il faut donc consommer plus pour continuer à accroître la puissance de calcul aussi vite qu'avant, et ça pose des nouveaux problèmes de refroidissement en particulier. Donc la semaine dernière on parlait du refroidissement liquide pour les serveurs de calcul, mais en fait les composants sont pas les seuls à chauffer de plus en plus. Les disques durs aussi, dans une certaine mesure. Les disques durs sont toujours largement en usage dans les data centers, hein, même si ça disparaît un petit peu pour le grand public. Les besoins de stockage sont tellement importants pour les pros qu'il est pas possible d'avoir que du SSD. Donc 90% des données d'un data center, c'est des disques durs, le reste, comme avant chez nous, hein, les applis, les OS, tout ça, c'est sur le SSD. Donc le besoin, il est là, il s'accroît de toute façon d'année en année, et du coup les constructeurs font des disques de plus en plus gros. Ils raffinent leurs appareils. Dernièrement, pour minimiser les frottements, les plus gros disques sont scellés et contiennent uniquement de l'hélium. Donc ils ont, qui dit plus de capacité, dit plus de plateaux. Donc dans l'hélium, parce que l'hélium, il y a très très peu de frottements. Donc ils mettent de plus en plus de plateaux, éventuellement ils mettent plus de têtes, plus d'actuateurs éventuellement. Et donc au final, on a des disques plus gros qui peuvent tourner aussi plus vite, mais donc ils consomment plus, ils dégagent aussi plus de chaleur. Alors évidemment, si tu as un disque comme ça dans un coin, c'est pas très grave. Par contre, imagine que tu en as des dizaines. Imagine que tu en as 70 de disques et que tu veux les mettre de la manière la plus dense possible parce que t'as pas non plus, tu vois, il faut évidemment, t'as pas un espace infini, donc il faut vraiment les concentrer. La chaleur s'accumule et finalement, ça peut poser problème. Donc, comme certains disques, du coup, sont maintenant hermétiques, s'ils sont à l'hélium, ça veut dire qu'ils sont étanches, ils sont hermétiques. Pourquoi ne pas les immerger eux aussi, comme on le fait déjà un peu, du coup, avec les serveurs plus denses. Donc, l'idée, elle vient d'Isotope, donc ice comme la glace, qui a carrément immergé des disques durs à l'hélium de 20 Teraoctets. Et c'était ça, c'était un RAM de 72 disques, avec le serveur qui va avec d'ailleurs, hein, qui a été immergé. Et donc avant, juste avec de l'air, il pouvait y avoir 19 degrés d'écart entre les disques du milieu et les extrémités. Dans le liquide, c'est beaucoup plus homogène, c'est 3 degrés d'écart maximum. Et en plus, le liquide, il y a un truc qui est pas mal, c'est qu'il encaisse une partie des vibrations. Donc les disques sont un peu plus stables, ce qui peut augmenter leur fiabilité, leur durée de vie. Et en plus, ils sont à l'aise globalement de fonctionner jusqu'à 40 degrés, donc c'est pas besoin d'avoir un liquide trop froid. Et donc voilà, c'est vraiment... C'est assez rigolo de voir effectivement qu'on pense à au refroidissement liquide même pour les disques durs. Et puisqu'on est dans le domaine du refroidissement, mais il y a aussi un truc qui est beaucoup plus proche de nous, que j'ai vu passer, qui est assez marrant, qui s'appelle les airjets. Je sais pas si tu as vu ça. Pas du tout. Et les airjets, c'est une sorte de petite carte de crédit, enfin une carte de crédit qui peut être un petit peu plus grosse ou à peu près cette taille-là, mais qui est plus épaisse, on va dire. Et cette espèce de plaque-là, tu la colles contre un processeur, par exemple, ton processeur, et ça sert de ventirad. Sauf qu'il n'y a ni venti, ni rad. Voilà, il n'y a plus de ventilateur, il n'y a plus de radiateur. Tout se fait grâce à la physique des fluides dans le machin. Donc c'est Frore qui fait ça, et ils disent être capable d'évacuer pour l'instant 11 watts de chaleur sur un petit appareil statique qui est de 2,8 mm d'épaisseur. C'est pas énorme 11 watts, mais ça peut suffire dans des machines portables par exemple. Alors ça existe en version mini d'ailleurs, même pour les tablettes ou les casques VR, hein, pourquoi pas. Alors le principe c'est que dedans il y a une membrane
qui font vibrer à une vitesse ultrasonique. Comme un petit tambourin miniature. C'est ça, c'est une petite tambourin miniature qui vibre extrêmement vite et qui vibre extrêmement vite en fonction de la chaleur même et qui aspire l'air par des évents qui sont sur le dessus de la petite carte là. Okay. Et donc tu as un petit flux d'air. Le flux d'air il passe devant la puce, évidemment il refroidit la puce et il est éjecté automatiquement par le côté. Donc c'est ultra compact et c'est un système haute pression quelque part. Le système offrira 10 fois la pression d'un ventilateur standard et donc comme il n'y a rien qui tourne et que donc c'est évidemment si c'est ultrasonique ça s'entend pas, il n'y a que le flux d'air finalement qui est audible et donc un AirJet Pro produit 24 décibels au maximum contre 42 à peu près pour un ventilateur de notebook classique. Okay. Donc il est vraiment très silencieux. Donc Intel semble intéressé par les AirJet qui pourraient faire leur entrée dans des machines en 2023 et potentiellement sur les gammes Evo. Impossible de remplacer une VMC ventilateur par un truc de cette technologie-là, en fait. Ce serait peut-être pas possible. Une VMC, c'est-à-dire tu sais de quoi aérer ton intérieur, finalement, tu sais, les petits ventilateurs avec circulation d'air. C'est une bonne question. C'est compliqué de reproduire ça en grande taille. Mais ouais, c'est ça, si le problème, c'est la taille. Ouais, c'est ça, le problème, c'est la taille. Parce que pour l'instant, ils font vibrer les trucs, je sais pas à quel point. Ça consomme un petit peu, il faut les brancher. Les vibrations, il faut les brancher, mais ça consomme à peu près 1 watt. Ça consomme très peu. Ouais. Bon, à comparer avec les ventilateurs. On continue avec des petites news du côté de chez Intel, Guillaume. Ben oui, on en profite pour reparler d'Intel et du futur, le futur. Donc, on peut revenir un petit peu sur ce futur fragmenté des processeurs là, qui va avoir à se spécialiser de plus en plus. Ça se voit très bien si on regarde la roadmap Intel qu'il a présentée à la conférence du supercalcul de Hambourg. Ouais, parce qu'Intel, il va à toutes les fêtes de ce genre, lui. C'est vrai qu'ils sont partout, c'est sûr. Dès qu'il y a des petits fours et du champagne, tu es sûr qu'ils sont là. Forcément. Donc sur le calcul brutal, Intel est en concurrence frontale avec Nvidia et ses Tesla, et AMD avec ses Instinct. Et donc lui-même, il produit des GPU aussi, donc il produit les GPU Arc qui sont pour nous déclinés pour le jeu vidéo, pour le grand public. Et il y a une version supercalcul qui s'appelle Ponte Vecchio et qui est ni plus ni moins qu'une Tesla, mais de chez Intel, quoi. Donc le successeur de Ponte Vecchio s'appelle Rialto Bridge et il promet donc toujours plus de cœur, 30% de performance en plus. Il promet aussi d'être assez monstrueux parce qu'il consommera 800 watts et il devra être refroidi au liquide. Alors probablement une sorte de water cooling, pas forcément d'immersion totale, mais bon, vous voyez, tu vois bien que la tendance c'est toujours plus chaud et toujours plus de besoin de refroidissement. Et c'est un truc qui est prévu pour mi-2023, Rialto, et si on fait confiance aux projections d'Intel, bien sûr. Ce qui vient après Rialto est plus intéressant. En fait, ça s'appelle Falcon Shore, et c'est un système c'est un système sur puce, qui a à la fois des cœurs de processeurs et des cœurs graphiques, des cœurs GPU. Alors, essentiellement, c'est une sorte de super ultra M2. Le M2 d'Apple. Oui, pas avec autant de fonctionnalités possibles. Alors, du coup. C'est schématiquement, c'est comme un M2 d'Apple. Schématiquement, même, je veux dire, les systèmes sur puce avec des CPU et des GPU à la fois, on en voit depuis très longtemps, en fait. Sauf que Apple a choisi de fabriquer un système sur puce qui est le plus puissant qu'on ait jamais vu, avec le M1, et puis après le M2, et en plus d'intégrer la mémoire par-dessus. Donc, de faire quelque chose de très, très intégré, comme ça. Et ce choix-là, c'est un petit peu la même chose que veut faire Falcon Shore. Falcon Shore, c'est la version NEC Plus Ultra Super Plus pour supercalculateur de cette idée. Donc dedans, il y aura des cœurs probablement Xeon, donc il y aura de très gros cœurs, avec un GPU de classe Rialto Bridge, donc un GPU monstrueux, et de la mémoire HBM, comme une bonne vieille carte graphique super haut de gamme. Et tout ça, ce sera dans un seul package, et ce sera surtout customisable à l'envie. C'est-à-dire qu'on pourra choisir d'avoir plus de cœurs, plus ou moins de cœurs CPU, plus ou moins de cœurs GPU, sans doute aussi la quantité de mémoire. Donc, j'ai parlé d'Apple parce que voilà, c'est un exemple familier, on va dire, de ce genre de concept, mais essentiellement, c'est ce que fait Nvidia avec le duo CPU-GPU dans la superpuce Grace Hopper. Il faut exactement la même chose, mais avec ses propres architectures, en fait. Et donc, comme la concurrence, Intel vise comme ça, donc, ce qu'ils appellent les bandes passantes extrêmes, je cite, et un bond de 5 fois pour les performances par watt. Donc Intel appelle ces futurs systèmes sur puce des XPU, probablement en référence à l'architecture XE de sa partie graphique, ou peut-être autre chose, je sais pas d'ailleurs, mais bon, ce sont des XPU. Alors les XPU, c'est quand même pas non plus totalement pour tout de suite. Les XPU apparaîtront avec ce qu'ils appellent les Angstrom. Donc les Angstrom, c'est les process qu'ils appellent 20A et 18A, qui sont prévus après pour 2024, nanomètres, c'est après le 3 nanomètres exactement.
C'est vrai que d'ailleurs, ouais, on va en parler, c'est vraiment intéressant. Du côté d'Intel, on partage pas du tout ce sentiment général, hein, comme quoi la Lord Moore serait décédée, tu vois. Mais il est même décédé, mis dans un sarcophage rempli de serpents, placé dans une pyramide avec des pièges, tu vois, parce que c'est vraiment... Vraiment très intéressé par Indiana Jones. Ouais, oui, tout à fait, c'est vrai. C'est totalement vrai. Ça se sent. Mais voilà, on pense que, voilà, eux, ils pensent que c'est un petit peu exagéré, cette histoire de décès. Et donc, à l'IEDM, alors l'IEDM, c'est l'I3E International Electron Device Meeting. Je te dis, partout, il y a des petits fours. Ben, en plus, là-bas, l'humeur était vraiment festive. Les mecs, à l'IEDM, ils étaient festifs. Ils sabraient le champagne parce que c'était les 75 ans du transistor. Et oui, joyeux anniversaire, le transistor. Donc, Intel a du coup révélé une nouvelle roadmap. Donc là, pour l'instant, on est sur Intel 7. Donc, vous savez, c'est des noms commerciaux. Hein. Il n'y a plus d'histoire de nanomètres, tout ça, c'est fini. Intel 7, c'est le process de fabrication actuel d'Intel. Voilà. Donc après, il y aura Intel 4, qui est désormais prêt. Les tests finaux sont en cours. Donc, ça sera pour les corps de Gen 14, donc Meteor Lake, qui vont en profiter, vraisemblablement dès 2023. Après ça, il y aura Intel 3, qui sera lui prévu pour fin 2023. Et comme après il y aurait Intel 2, puis 1, puis 0, et que Intel 0 ça le fait pas trop, bon ben au moment de Intel 3, il passe à ce qu'ils appellent les Angstrom, donc il passe avec des A, donc ce sera 20A et 18A. Ce sera donc pour début 2024 et fin 2024. Alors les dates de toutes ces jolies pupules sont bien avancées en fait, hein, par rapport à ce qu'Intel projetait en 2021. C'est avancé d'au moins 6 mois, voire plus. Donc Intel a beaucoup de retard à refaire, on va dire, sur la concurrence, mais il est en avance sur son planning, et on espère que c'est vraiment le cas, et que ce sera, voilà, qu'ils vont vraiment aller assez vite. Ça semble rapide, hein, parce que quand même, le 20A, pour le coup, le 20 angstrom, ça marque un changement très important, puisque c'est le passage à une géométrie de transistor qui est totalement différente. Ils vont passer au ribbon FET, parce qu'en fait, donc Intel 3, donc Intel, alors depuis très longtemps, hein, depuis le 20 nanomètres, Intel est en FinFET. Donc Intel 3 sera encore en FinFET. Donc les FinFET, c'est les transistors à ailettes, et le 20A, ce sera des transistors en ruban. En ruban avec la porte qui sera tout autour du transistor, enroulé comme une espèce de petit roulé là, mais avec un ruban très très fin. Donc le 10 nanomètres en fait avait amélioré le FinFET avec ses super fines. Donc Intel 7, 4 et 3 vont capitaliser sur le super fin et sur les chiplets pour faire évoluer au maximum, voilà, les performances. Et le 20A par contre, 20A et après, ça va passer au ruban et donc aller vers des nouveaux matériaux pour remplacer le silicium. Donc précisément, ce sont des matériaux qui seront bidimensionnels, parce qu'ils se présentent sous forme de feuillets hyper fins. Quand je dis hyper fin, c'est genre vraiment très 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 fin, puisque c'est dans les 3 atomes d'épaisseur, en l'occurrence. Donc on pourra superposer du coup. Exactement. On aura des feuillets, et ces feuillets, ça permettra de les enrouler comme ça autour de les enrouler entre eux. Enfin, ça va permettre de faire de nouvelles structures, de les empiler, de les enrouler. Et donc Intel justement affirme maîtriser suffisamment bien l'empilement de ces nanofeuillets pour espérer encore multiplier par 10 le nombre de transistors sur une même surface, avec des gains de performance par watt qui vont correspondre, quoi. Et parallèlement à ça, Intel mène aussi des recherches sur le packaging, donc améliorer le packaging, c'est-à-dire améliorer les chiplets, essayer de faire en sorte de minimiser les inconvénients de faire des chiplets, parce qu'évidemment c'est pas complètement gratuit, il faut faire des interconnexions, donc si tu veux, ce qu'ils essayent de faire, c'est de minimiser la différence entre les interconnexions, enfin c'est entre le package et le chip, c'est-à-dire de faire des chiplets qui ont quasiment la même simplicité, les mêmes performances que si c'était du monolithique, mais que tu peux quand même faire en petits morceaux. Et ils ont aussi des travaux, ils travaillent aussi sur les mémoires ferroélectriques. Donc ça veut dire en fait qu'ils utilisent de nouvelles technologies pour faire des bits de mémoire, qui pourront être ultra denses et qui pourront être fabriqués en 3D et venir se mettre directement sur les transistors du die. Donc c'est une intégration qu'on commence déjà à voir aujourd'hui, où on place effectivement les mémoires par-dessus. Mais on pourrait se passer de connexion. Ça pourrait simplifier le truc et avoir des mémoires ultra denses qui seraient directement fabriquées sur le processeur, en fait. On verra bien ce que ça donne, mais pour l'instant, ça a l'air plutôt prometteur. C'est vraiment une direction vers laquelle on peut se tourner de manière assez fiable, parce que c'est vraiment quelque chose qu'on répète maintenant au fil des épisodes, cette direction. On va continuer avec les processeurs. Tu parlais de packaging des processeurs. Alors bon, la transition est un peu maladroite, mais vous allez voir où je veux venir. Guillaume, question, quiz. Combien peut-on mettre de processeurs dans un corps humain ?
Et ben alors beaucoup, surtout si tu utilises des prothèses. Non, c'est une anecdote tout à fait marrante d'une chinoise qui était partie à Macao. C'est fou ça. Alors, c'est tout dernièrement, c'est assez récent. Donc elle était partie à Macao et puis quand elle a voulu prendre le bateau pour le retour, pour rentrer en Chine, et ben elle a un petit peu éveillé les soupçons au port parce qu'elle était enceinte jusqu'aux yeux, vraiment très très enceinte. Et pourtant, elle semblait gambader comme un cabri. Voilà, elle marchait vite, il n'y avait pas de souci, elle n'avait pas l'air trop fatiguée. Bien à l'aise. Et elle n'avait pas l'air trop gênée par son état, c'était assez bizarre. Donc au contrôle de sécurité, on s'est aperçu qu'elle avait un faux ventre, un ventre en plastique, et que en fait, elle était enceinte de pas moins de 202 processeurs Alder Lake, d'Intel d'ailleurs, et de 9 téléphones mobiles, tous scotchés dans le bidon plastique. Donc cette dame avait fauté avec un grossiste Intel, apparemment, et elle voulait rentrer sans payer de frais de douane. Alors c'est un cas assez spectaculaire, assez rigolo, hein, mais c'est pas du tout le premier. Juste en mars dernier, il y a un gars qui avait tenté de faire pareil en se scotchant 160 processeurs sur tout le corps. Un truc que j'aurais pu faire moi, quoi. Une armure de processeurs. Une armure de processeurs. Le rêve. Selon les tarifs, hein, franchement, faut voir. Enfin, en tout cas, voilà, ça ferait une très belle skin Fortnite, ça, je pense. Ah, c'est carrément. CPU man. En tout cas, bon, je pense que tout ça, c'est des parties émergées de l'iceberg, parce que si on les voit passer ici, c'est que ça doit être une tactique classique. Et du coup, je me rends compte d'un truc, c'est que dans les ports, en tout cas en Chine, il n'y a pas de portique détecteur de métaux, quoi. Ah oui, tu parles des ports. Oui, ok. Oui, c'est pas des aéroports. Si c'était un aéroport, il y a des portiques détecteurs de métaux, c'est game over. Je veux dire, les processeurs, c'est impossible de passer. Mais là, apparemment, j'ai l'impression qu'ils fouillent les sacs et je sais pas, mais ils ont même pas de détecteur à main, tu vois, parce qu'il y aura aucune chance de passer non plus. Enfin, moi, je sais. En tout cas, voilà, une belle histoire. Hein. Jusqu'où est-ce qu'on n'irait pas pour amour des microprocesseurs? C'est une certitude qu'effectivement ce qu'on assiste là, c'est une partie émergée de l'iceberg, et que si on a détecté ça, c'est que c'est probablement régulièrement le cas. Bon, on n'en sait rien, mais on peut suppiter. Guillaume, une dernière info dans ces suppléments autour de Sycamore. Oui, une dernière info. Je ne sais pas si tu as vu passer dans les journaux cette news avec un titre comme des physiciens ont créé un minuscule trou de verre. Des trucs racoleurs, c'est ça? Bah, des trucs racoleurs et beaucoup trop science-fiction pour être honnête quand même, parce que déjà, les trous de verre, on n'en a jamais vu. À la différence des trous noirs, hein, on ne sait pas vraiment si ça existe, c'est un modèle théorique. Donc il existe des solutions de trous de verre, c'est-à-dire des espèces de tunnels entre deux régions de l'espace-temps, là, et qui correspondent à des vrais trucs dans la relativité générale. Mais bon, bah, ça reste théorique. Donc construire pratique dans les histoires de science-fiction, en tout cas. Ah, sauf dans la SF, tu vois. Mais voilà, construire un trou de verre, un trou dans l'espace-temps, même petit en laboratoire, voilà, faudrait de l'énergie négative et tout, c'est mal barré. Pourtant, il y a un véritable article derrière tout ça. Et en plus, l'expérience utilise le Sycamore, donc l'ordinateur quantique, entre guillemets, de Google. Ce simili-ordinateur quantique, alors je dis simili parce que c'est plutôt un accélérateur quantique pour des trucs très spécifiques, un ordinateur généraliste. C'est pas un CPU, c'est plutôt un ASIC, hein, c'est pour faire un rapprochement. Et bon, que vient faire un accélérateur quantique avec des trous de verre et la relativité générale, tout ça? Alors là, je le dis tout de suite, je vais parler de trucs que je comprends pas vraiment, hein, parce qu'on part quand même dans des hautes sphères de la physique théorique. Là, on est vraiment très très haut. Donc, il existe une correspondance, donc une sorte de dictionnaire, pour passer d'une théorie physique super compliquée à une autre théorie physique super compliquée. Et or, ces deux théories sont fondamentalement différentes. Elles n'ont absolument rien à voir en termes de propriétés physiques. À première vue, vraiment, ça n'a rien à voir. Donc la première, c'est la théorie des espaces anti-de Sitter, qui fait partie de la relativité générale. Donc, c'est un truc qui intègre la gravité, qui modélise la gravité. C'est un modèle d'espace-temps avec une courbure particulière, mais voilà, dedans, il y a la gravité, mais c'est pas quantique. Et la deuxième, c'est la théorie des champs conformes, qui est une théorie des champs quantiques. Dans la théorie des champs quantiques, bon, on peut pas considérer que moi je sois un expert de théorie des champs quantiques, hein, mais je peux affirmer que c'est quantique, une théorie des champs quantiques. Et cette deuxième théorie donc est quantique, mais elle n'a pas de gravité. Alors que la première, elle intègre la gravité, mais n'est pas quantique. Et donc c'est quand même fort cette histoire, parce que mathématiquement parlant, ces deux théories sont les mêmes, puisqu'il existe un dico pour traduire les concepts de l'une à l'autre. Et pourtant, elles ont strictement rien à voir. Et un trou de verre, finalement, c'est une forme particulière d'espace-temps. C'est une géométrie particulière d'espace-temps. C'est un truc qu'on peut décrire du côté anti-de Sitter, et comme on a un dico, on peut traduire tout ça en mode théorie des champs quantiques. Et il y a même plus fort. Du côté quantique, on a la notion d'intrication. C'est deux objets intriqués qui sont liés, même s'ils sont super loin. Ça veut dire que si tu chatouilles l'un, il y a l'autre qui rigole, instantanément, très très loin. Bon, c'est quand même super zarbe, il faut l'avouer. Donc du côté relativité générale, on a les trous de verre. Donc c'est un trou qui permet de passer d'un endroit à un autre simultanément. Voilà, tu mets ta main à un endroit, le doigt il sort de l'autre. Bon, même si c'est super super loin, donc c'est zarbe aussi. Et en quelque sorte, la zarbitude commune de ces deux notions ont poussé Susskind et Maldacena à postuler qu'en fait c'était les mêmes choses. L'action à distance quantique se fait
en fait par un trou de verre à travers l'espace. Alors je sais qu'on est là, on dirait vraiment un scénario de comics, mais c'est une vraie conjecture qui a l'avantage de résoudre l'énigme de l'évaporation des trous noirs en plus. Parce que oui, tout fout le camp, même les trous noirs qui rayonnent en fait très légèrement. Ils rayonnent très légèrement les trous noirs, même eux ils finissent par s'évaporer. Sauf que d'un point de vue informationnel, ça passe pas, parce que le rayonnement qu'ils émettent, c'est un rayonnement infrarouge, thermique, et du coup, il n'y a pas d'information dedans. Or, en mécanique quantique, l'information se conserve. Tu peux pas perdre l'information. Donc, ils sont passés où tous ces bits ? Qu'est-ce qui se passe ? Ils se sont barrés où ? Bon, ils se seraient barrés via des trous de verre. Bon, c'est pas moi qui pourrais juger à quel point ce skin a pris des champignons quand il a postulé tout ça. C'est une théorie en tout cas. Mais mathématiquement, en tout cas, il y a une correspondance, vraiment, et en 2017, elle s'est étendue à la téléportation quantique, qui est l'équivalent d'un trou de verre traversable. Donc c'est ce qu'on a dit en fait, cette téléportation d'informations, en fait, ça passe par un trou de verre. Enfin, c'est équivalent à passer par un trou de verre. Du coup, les chercheurs ont mis au point un modèle ultra simple de système quantique qui pourrait être mis en correspondance avec un modèle gravitationnel qui s'appelle SIC, et il se trouve qu'il peut être testé sur un processeur quantique, ce truc-là. On en arrive enfin aujourd'hui, où des chercheurs ont encore simplifié SIC pour le faire tourner sur le Sycamore de Google. Essentiellement, le Sycamore de Google, c'est une grille de qubits. Donc c'est une grille de qubits, donc des qubits, c'est-à-dire des trucs qui peuvent être à la fois 0 et 1, ils peuvent être dans des états superposés, et cette grille de qubits, on peut modifier le couplage des qubits entre eux. Donc localement, c'est-à-dire qu'en gros, on modifie l'intrication, le taux d'interaction avec les voisins, et l'intrication avec les voisins. On peut modifier un petit peu ça. Et donc ils ont utilisé 7 qubits du Sycamore pour faire évoluer un système quantique réel d'une certaine manière, qui correspond, après traduction par le dictionnaire, à des événements gravitationnels qui sont ouvrir un trou de verre, envoyer un truc dedans qui ressort de l'autre côté. Bon. Donc d'un certain point de vue, ils se sont amusés avec un trou de verre. D'un autre point de vue, ils ont fait des opérations simples sur Sycamore avec un système quantique parfaitement normal et très connu. Donc, est-ce que ces expériences prouvent quelque chose qu'on ne savait pas déjà ? Non. En fait, tout s'est passé exactement comme prévu, comme la mécanique quantique le prévoit, et puis voilà, c'est tout. Est-ce qu'on a créé un trou de verre ? Ben écoute, si on a créé un trou de verre là, selon Scott Aronson, je vais lui laisser la parole, si cette expérience a créé un trou de verre, vous en démoulez en vous-même chaque matin. Non, il n'a pas vraiment dit ça. C'est très élégant. Non, il n'a pas vraiment dit ça, mais c'était vraiment l'idée. Je traduis l'idée. Bon. C'était vraiment ça, quoi. Est-ce que ça nous rapproche de la création d'un trou de verre en vrai ? Non, mais trop pas. Même pas en rêve, en fait. Ça n'a absolument rien de réaliste parce que le modèle est tellement ultra simplifié que c'est pas un modèle réaliste. Même un modèle réaliste d'espace-temps. Donc, du coup, à quoi ça sert ? C'est un début qui montre que Sycamore peut être utilisé comme une sorte de labo de recherche quantique déjà. Le fait qu'ils aient réussi ça montre qu'ils peuvent envisager des expériences plus compliquées du coup. Et d'autant plus qu'ils ont à leur disposition plus de qubits et des machines plus flexibles qui arrivent de toute façon. Donc d'une certaine manière, ça montre qu'un ordinateur quantique peut aussi être utile à la recherche en physique fondamentale par cette capacité unique et quelque part à être à mi-chemin entre une simulation et une expérience directe, puisque ce sont vraiment des objets quantiques qui peuvent vraiment avoir des propriétés quantiques mesurables, mais de l'autre côté, ce sont aussi des choses un peu plus abstraites, tu vois, sur lesquelles on peut appliquer des instructions, etc. Donc il y a cette espèce d'entre-deux qui peut être quand même intéressant. Après, franchement, est-ce que cette expérience-là sur Sycamore devait se retrouver un petit peu partout dans la presse généraliste avec des titres accrocheurs ? Franchement, je pense pas. Bon, écoute, je sais pas si vous êtes dans la situation présentement où vous démoulez des trous de verre pendant que vous écoutez cet épisode de Tech Café, mais je t'avoue que ça m'aura quand même bien fait sourire. Merci beaucoup Guillaume pour avoir préparé l'intégralité de cet épisode supplément, en plus de l'épisode hebdomadaire de Tech Café. C'était évidemment une fois de plus un grand plaisir de passer ce moment entre compagnie près de vos oreilles, et si jamais vous partagez ce sentiment, vous connaissez les devoirs à la maison à faire. C'est très simple. En plus, il vous suffit d'aller jeter un coup d'œil déjà sur patreon.com/techcafé et envisager peut-être le fait de nous soutenir en échange de quelques euros par mois. Vous pourriez profiter notamment des épisodes du podcast sans la pub et du chapitrage des épisodes, tout en gardant surtout à l'esprit que vous nous aidez dans le travail de vous préparer, distribuer et animer Tech Café au quotidien. Merci beaucoup de l'envisager ou d'envisager d'aller déposer un avis sur Apple Podcast ou Podcast
Podcast Addict. On sera ravis de citer cet avis lors d'un futur épisode. Merci beaucoup pour votre fidélité. En attendant, vous pouvez peut-être interagir avec nous. Guillaume, où est-ce qu'on peut te retrouver ? Moi, on retrouve sur eBay Macao, parce qu'apparemment, il y a des super prix sur les lots de processeurs. Je vais aller voir ça tout de suite. Oui, probablement, effectivement. Vous me retrouverez non pas en train de démouler un trou de verre, mais sur les réseaux sociaux avec Guillaume Vendée. Je n'ai pas beaucoup d'homonymes qui concurrencent ma présence, donc merci beaucoup pour vos interactions. On se dit rendez-vous dans quelques jours pour un prochain épisode de Tech Café. Ciao à toutes et à tous. Ciao à tous.